La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Faut pas penser que les dividendes, c'est juste bon pour les retraités. Ce que la majorité des jeunes investisseurs oublient, c'est que le vrai pouvoir des dividendes, c'est pas juste les petites sommes d'argent qu'on reçoit à chaque 3 mois, c'est ce qu'on fait avec sur le long terme. Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les actions à dividendes, ils ont toujours leur place dans votre portefeuille. Je vous partage également le rendement de mes actions BMO pour vous donner un exemple un peu plus concret. Et je vous dis comment éviter la retenue d'impôt sur les dividendes US et je vais terminer l'épisode en vous parlant d'un fonds négocié en bourse, un FNB, qui donne un rendement de 14% par année et qui vous permet de générer des revenus passifs à chaque mois. Donc je vais commencer tout de suite en vous disant que beaucoup de monde associe les dividendes avec des titres plates pour les retraités ou les semi-retraités, mais la réalité, c'est que les actions à dividendes, ça peut faire partie de n'importe quel portefeuille, peu importe votre âge. Que vous ayez 25 ou 65 ans, il y a différentes raisons de détenir des entreprises qui vous versent une partie de leur profit à chaque trimestre. En fait, la nuance, c'est du côté de la pondération. Donc, quel pourcentage vous allez mettre dans des actions à dividendes versus des titres un peu plus de croissance parce que, théoriquement, plus vous êtes jeune, plus vous êtes en mesure de tolérer la volatilité, donc les fluctuations de la valeur de votre portefeuille, et plus vous avez du temps pour pouvoir miser sur des actions de croissance qui sont généralement un peu plus volatiles. L'idée, c'est qu'à court terme, vous n'aurez pas besoin de l'argent que vous avez investi. C'est un peu ça l'idée d'un portefeuille à long terme. Tandis qu'à l'inverse, plus vous vous rapprochez de la retraite, plus vous voulez sécuriser une portion de votre portefeuille en augmentant la pondération dans des titres qui versent des revenus réguliers. L'idée, c'est que quand tu vas commencer à décaisser, tu ne veux pas t'exposer à autant de volatilité parce que tu vas avoir besoin de tes placements comme une deuxième source de revenus. Et c'est pour ça que les obligations, qui sont des titres à revenus fixes, et les actions à dividendes, c'est souvent des titres qui vont être inclus dans des stratégies de décaissement. Donc ça, on parle vraiment de rendu à la retraite. Mais dans tous les cas, tant qu'à moi, c'est toujours une bonne idée d'inclure des actions qui versent un dividende trimestriel quelque part dans votre portefeuille. Encore une fois, on va jouer avec la pondération, mais avant tout, il faut comprendre la raison pour laquelle une entreprise va décider de redistribuer une portion de ses bénéfices à ses actionnaires. Et si une compagnie fait ça, c'est que son potentiel de croissance est moins fort que d'autres entreprises dans différentes industries. Donc, c'est une manière pour eux autres d'attirer des investisseurs en les récompensant avec une source de revenus qui est récurrente. Et règle générale, ce sont des entreprises qui sont solides financièrement et qui ont atteint un certain niveau de maturité, dans le sens qu'ils ne sont plus dans une phase de croissance rapide. Le désavantage de ça, c'est que le prix de l'action, il ne va pas exploser d'une année à l'autre comme on peut s'attendre avec un titre comme Netflix ou Nvidia. Mais de l'autre côté, c'est un investissement qui est souvent plus stable et moins risqué. Bref, avec une action à dividende, tu ne t'attends pas à un gain en capital incroyable, c'est-à-dire que le prix ne va pas monter en flèche, mais de l'autre bord, tu reçois une compensation parce que tu obtiens un rendement pratiquement garanti, c'est à moins qu'ils coupent ou qu'ils suspendent le dividende, et ça te donne également une source de cash flow qui provient des versements de dividendes sur une base trimestrielle. Et en tant qu'investisseur autonome, il faut bien comprendre le pouvoir du réinvestissement des dividendes sur le long terme, c'est-à-dire qu'avant la retraite, l'idée, c'est pas d'encaisser les dividendes pour pouvoir financer votre train de vie. La stratégie, c'est de prendre les dividendes et de les réinvestir. Donc, tu prends l'argent que tu reçois pour acheter plus d'actions, grossir tes positions, puis comme ça, tu vas augmenter la quantité de dividendes que tu vas recevoir au prochain trimestre. Et en faisant ça pendant une couple d'années, ça fait un effet boule de neige. Et comme ça, ton portefeuille, il finit par générer des sommes significatives
en dividendes. Tu sais, au début, tu reçois peut-être 300-400$ à chaque trimestre, mais 30 ans plus tard, en continuant de racheter des actions à dividendes, ben, tu pourrais facilement recevoir 5000$ à chaque 3 mois. Dites-vous que pour l'indice S&P 500, il y a environ 20% du rendement total des 40 dernières années qui découle justement du réinvestissement des dividendes. Donc, quand on dit que le S&P 500 il donne un rendement annuel moyen de 10%, ça veut dire qu'il y a à peu près 2% de ça qui provient directement des dividendes qui sont versés et réinvestis. Et en comprenant bien l'importance du réinvestissement des dividendes, bien, si vous détenez des actions à dividendes et que vous voulez automatiser ce processus-là, bien, vous pouvez vous inscrire au régime du réinvestissement des dividendes, communément appelé le DRIP, D-R-I-P. Et dans ce cas-là, bien, vous ne recevez plus les dividendes dans votre compte de courtage. À la place, votre courtier, il va automatiquement utiliser le montant que vous auriez reçu pour racheter des actions. Donc, si je donne un exemple, mettons que vous détenez 100 actions de Suncor avec un dividende trimestriel de 50 cents par action, bien, si vous êtes inscrit au DRIP, au lieu de recevoir 57$ en dividende, bien, vous allez recevoir une action de Suncor au prix du marché. Donc, disons que Suncor est rendu à 55$, bien, tu vas acquérir automatiquement une action de Suncor et la balance de 2$, là, ce qui manque pour donner 57$, bien, ça va aller directement dans ton compte de courtage sous forme de dividende. Donc, grosso modo, tu n'as pas besoin d'effectuer l'achat d'actions, ça se fait tout seul, mais personnellement, je ne suis pas inscrit au DRIP pour les compagnies qui me versent des dividendes. En fait, j'aime mieux racheter manuellement quand le prix des actions il me semble attrayant, quitte à accumuler des dividendes en encaisse durant un certain temps. Et un autre élément intéressant à propos des dividendes, c'est que les entreprises cotées en bourse qui redistribuent leurs bénéfices à leurs actionnaires, généralement, ils vont augmenter le montant du dividende trimestriel à chaque année. Donc, un exemple concret que je peux vous donner, ce sont les actions de BMO, donc la Banque de Montréal. J'ai acheté du BMO en mai 2020 au prix de 75$ par action. Et je vous rappelle que ça, c'était juste après le crash de la pandémie. Et à ce moment-là, le dividende trimestriel était de 1,06$ par action, ce qui veut dire que en 2020, quand j'ai acheté les actions de BMO à 75$, ça me donnait un rendement des dividendes de 5,6% par année. Déjà là, c'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, le dividende trimestriel de BMO il est rendu à 1,63$. Donc, ça veut dire qu'au bout de l'année, je vais recevoir 6,52$ pour chaque action que j'ai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la croissance du dividende et avec mon coût d'achat à 75$ par action, bien BMO, ça me donne maintenant un rendement des dividendes de 8,7%. Tu prends le dividende trimestriel d'aujourd'hui avec le prix d'achat que j'ai payé initialement et ça donne justement un rendement pas loin de 9%. Et logiquement, ce rendement-là va continuer d'être plus élevé au fil du temps à force que BMO continue d'augmenter le montant du dividende trimestriel. Et l'autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que le prix de l'action aussi il a monté. Le prix des actions de BMO est passé de 75$ à 145$, ce qui donne un gain d'environ 93%. En d'autres mots, de 1, le prix des actions a pratiquement doublé en 5 ans. De 2, durant ce temps-là, il m'a envoyé des dividendes à chaque trimestre. Et de 3, comme je vous dis, avec l'augmentation progressive du dividende, ben maintenant, je me retrouve avec un rendement des dividendes de quasiment 9% par année avec mes actions BMO que j'ai payées 75$. Donc tout ça, ça donne un rendement global qui est très intéressant, encore une fois, sur une période de 5 ans. Mais en parlant de ça, je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas juste regarder le rendement annuel des dividendes. Il ne faut pas se laisser avoir par un rendement super impressionnant qui est écrit sur la cote boursière parce que si le versement de dividendes te donne l'équivalent de 7, 8, 9, 10% par année, ben la première question que tu devrais te poser, c'est
est-ce que le dividende est vraiment soutenable dans le temps? Parce que oui, le rendement, c'est super important, mais ce qui compte le plus, c'est la capacité de l'entreprise à maintenir les versements de dividendes dans le futur. Et c'est pour ça qu'il faut absolument regarder le ratio de distribution, ce qu'on appelle le payout ratio en anglais. Et ce ratio-là indique quelle proportion des bénéfices qui est redistribuée aux actionnaire. Donc, par exemple, si le ratio est de 50%, ça veut dire que la moitié des profits sont versés à ceux qui détiennent les actions. Donc, si vous voyez qu'une entreprise verse quasiment tous ses profits sous forme de dividendes, ou encore pire, que la compagnie elle doit s'endetter juste pour continuer à verser un dividende, ça, c'est jamais bon signe. T'sais, de mon côté, pour une compagnie stable qui est rendue à un certain niveau de maturité, je recherche un ratio de distribution entre 50 à 70% parce que au-delà de ça, ça ne leur laisse pas beaucoup de marge si jamais ils ont besoin d'absorber un choc économique ou dans le cas où il y a une baisse importante des bénéfices. Mettons que le ratio est rendu à 130%, ça peut être un signe que la compagnie n'aura pas le choix de réduire ou de suspendre son dividende quelque part dans le temps. Et là, on peut penser à Bell, symbole BCE sur la bourse de Toronto. Et là, Bell qui était rendu avec un ratio de distribution à 950%. Et là, justement, le mois passé, ils ont annoncé qu'ils allaient devoir couper de plus de la moitié leur dividende. Donc, il faut comprendre qu'un rendement des dividendes, oui, quand c'est élevé, ça a l'air impressionnant, mais il faut valider que ce versement-là est soutenable dans le temps et que la compagnie ne s'endette pas pour continuer de verser le dividende à ses actionnaires. Et maintenant, je n'ai pas le choix de vous parler des dividendes qui proviennent d'entreprises américaines parce que si vous voulez acheter des titres américains qui versent des dividendes US à chaque mois, comme UPS, Bristol Myers, Starbucks, Home Depot, il faut que vous sachiez que vous allez recevoir l'équivalent de 85% du dividende qui est affiché. La raison derrière ça, c'est qu'il y a une retenue d'impôt de 15% sur ces dividendes-là. Et je vous explique rapidement la situation, c'est que les États-Unis y imposent généralement une retenue à la source de 30% sur les dividendes qui sont versés à des non-résidents, donc du monde qui n'habite pas aux États-Unis. Mais nous, avec la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, la retenue est réduite à 15% pour les résidents canadiens. Donc, c'est là que découle la fameuse retenue d'impôt de 15% sur les dividendes. Et là, la petite passe-passe que bien du monde ne savent pas, c'est qu'en fait, le seul compte de placement au Canada qui vous permet d'éviter la retenue d'impôt sur les dividendes US, c'est votre REER. En fait, le REER, c'est le seul régime enregistré canadien qui est reconnu par les États-Unis et qui, à ce moment-là, est exempté de la retenue à la source, ce qui fait en sorte que acheter des actions américaines à l'intérieur de votre REER, c'est l'unique manière d'obtenir le montant des dividendes US au complet. Sinon, dans tous les autres comptes enregistrés, dans un CELI, un CELIAP ou un R3E, les États-Unis vont automatiquement retenir 15% du dividende puis ils vont vous laisser la balance, mais vous allez toujours être pogné avec la retenue d'impôt de 15%. Donc, c'est comme ça qu'on évite la retenue d'impôt, c'est avec l'investissement à l'intérieur du REER. Et pour finir, je vais vous parler des FNB d'options d'achat couvertes, ce qu'on appelle des fonds Covered Call. Et ce sont des FNB pour ceux qui souhaitent encore plus maximiser les revenus passifs sous forme de distribution à chaque mois. Donc, au lieu d'être au trimestre, c'est sur une base mensuelle. Et je vous explique un peu comment ça marche. En fait, ces fonds-là, ils investissent principalement dans des compagnies qui versent des dividendes. Donc, à la base, les fonds, ils cherchent à générer des revenus, mais leur façon d'augmenter leur rendement et d'offrir des distributions sur une base mensuelle, donc à chaque mois, c'est en vendant des options d'achat. C'est en additionnant les dividendes qu'ils reçoivent et les primes qui découlent de la vente d'options qui peuvent réussir à générer des rendements annuels qui peuvent être 2-3 fois plus élevés que le versement de dividendes ordinaires. Et je donne un exemple, on va regarder le FNB Canadian Financial Yield Maximizer, donc ça c'est de la société Hamilton. Le symbole c'est HMAX, donc HMAX. Le FNB il est coté sur le TSX, donc la bourse de Toronto, c'est en dollars canadiens. Et le fonds investit
investi dans les 6 grandes banques canadiennes, en date d'aujourd'hui, le FNB HMAX, il produit un rendement annualisé pas loin de 14%. Pour vous donner une idée, disons que vous achetez 500 actions du FNB à 14 $ par action, bien vous allez placer à ce moment-là 7000 $ et vous allez recevoir 85 $ en distribution à chaque mois. Donc ça donne 1020 $ par année avec seulement 7000 $ d'investis. Et c'est ça qui vous donne le yield d'à peu près 14% annuellement. Et il n'y a pas d'arnaque derrière ça. Avec le FNB HMAX, le compromis que vous faites, c'est que le prix du FNB, il va rarement monter de façon significative. C'est-à-dire que le prix des parts, il va fluctuer un peu. En fait, ça va osciller de quelques dollars tout au plus, mais il ne faut pas miser sur un gros gain à capital avec ça. Le but d'un FNB d'option d'achat couverte, c'est vraiment le revenu mensuel et non pas l'appréciation du capital. Donc, en plaçant votre argent là-dedans, vous sacrifiez le potentiel de croissance, mais de l'autre bord, vous garantissez une source de revenus prévisible et constante. Et je le répète, ceci n'est pas une recommandation d'achat. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Je vous parle des fonds d'options d'achat couvertes, les FNB Covered Call, parce que c'est une belle source de revenus réguliers. C'est un instrument financier qui vous permet de générer des bons rendements annuels et qui vous distribue les distributions sur une base mensuelle au lieu d'à chaque 3 mois. Donc, pour conclure, dans le contexte actuel, c'est encore plus logique d'avoir une portion de son portefeuille qui génère des revenus constants, même si l'indice canadien S&P TSX il continue d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Il y a toujours le potentiel d'une récession économique au Canada, et ça, c'est sans compter les tensions commerciales avec les États-Unis, l'impact potentiel des tarifs douaniers, la guerre entre l'Israël et l'Iran. Tous ces éléments-là sont des sources d'incertitude, et même si tout se passe bien pour le moment et que je suis très content d'avoir acheté massivement durant la correction en mars et en avril, personne ne sait si les marchés boursiers vont poursuivre leur ascension, et c'est là que les actions à dividendes peuvent devenir stratégiques parce que même si les marchés se mettent à stagner ou à baisser, les compagnies solides qui versent des dividendes, ils vont continuer de le faire même durant un marché baissier, ce qui veut dire que vous pouvez continuer d'encaisser des dividendes à chaque 3 mois, même si les indices sont dans le rouge, et ça devient une manière de rester investi, de garder une source de revenus qui est régulière et de venir compenser une partie de la volatilité. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tout mettre dans les titres à dividendes, l'idée, c'est d'en avoir quelques-uns dans votre portefeuille, peu importe votre âge. C'est une façon de venir lisser les rendements et surtout de venir vous bâtir une source de revenus stable dans le futur. Encore là, pour voir l'effet exponentiel du réinvestissement des dividendes, il faut le faire sur une très longue période de temps. Je parle de 20, 25, 30 ans et c'est vraiment là que vous allez constater l'effet boule de neige des versements de dividendes. Et sur ce, je vais terminer l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.